Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique, préparation à l'oral, qui s'appelle machine frigorifique, dans laquelle on va étudier un diagramme enthalpique, un diagramme pression-enthalpie. Donc on a un fluide réfrigérant qui est le R134A qui subit un cycle thermo qu'on va décrire tout à l'heure. Et dans un premier temps, on veut déjà s'intéresser à l'étude du diagramme enthalpique. Et donc on nous demande de représenter et de nommer les deux parties de la courbe de saturation, ainsi que le point critique sur le diagramme. Donc sur la courbe de saturation, on va avoir cette première partie qui correspond à la courbe de liquide saturant qui s'appelle la courbe d'ébullition, ici. Et on a la deuxième partie de la courbe de saturation, qui est cette partie-là, qui s'appelle la courbe de Rosé. Et donc la courbe de saturation, c'est l'ensemble des deux. Et donc le point critique, c'est le point qui sépare les deux courbes, ici. C'est le point qui est ici. Donc définir le point critique et donner sa pression et sa température. Donc ici, on peut donc en déduire que le point critique, c'est le point à l'intersection des courbes d'ébullition et de Rosé. Donc ça, c'est une première manière de le voir plutôt avec le diagramme enthalpique. Et on peut aussi le voir pour le diagramme, dans le diagramme PT, le diagramme de phase, pour lequel on a un diagramme qui ressemble à ça, avec les gaz, les solides et les liquides, pour lesquels on a deux points particuliers, le point triple, le point de coexistence des trois phases, et le point critique, qui est le point pour lequel, si on continue d'augmenter la pression et la température, on se trouve dans un état qui s'appelle le fluide supercritique, qui n'est ni liquide ni gazeux. Donc voilà les deux manières dont on peut le définir. Et donc ici, on me demande de venir lire sa pression et sa température. Donc je vais tout simplement venir lire la pression sur l'axe des ordonnées, donc 40 bars ici, environ. On ne va pas faire une lecture très précise. Et la température critique, les températures des isothermes sont indiquées, pour ceux qui ne le savent plus, ici, en degrés Celsius, 50, 60, 70. Et on voit qu'il n'y a pas d'isotherme au-dessus de 100. Donc c'est environ 100 degrés Celsius comme température de point critique. Mentionner la phase stable associée à chaque domaine. Donc ici, j'espère que tout le monde se souvient. Là, on a du liquide, là, on a du gaz. Et au milieu, on a un mélange liquide plus gaz à l'intérieur de la courbe de saturation dans ce type de diagramme. Déterminer du diagramme la capacité thermique massique du liquide ainsi que la capacité thermique massique du gaz dans la zone où il peut être considéré parfait. Donc, on sait que pour un liquide parfait, c'est-à-dire incompressible et indilatable, eh bien, on a que delta H est égal à petit c delta T. Donc, on va tout simplement se placer dans la zone du liquide, celle qu'on a représentée avant, et venir chercher deux valeurs d'enthalpie à des températures différentes, en prenant un écart assez intéressant pour pouvoir avoir quelque chose d'assez précis. Donc là, on est à 80 degrés. Donc à 80 degrés Celsius, on est à une enthalpie H qui est environ de 320 kJ par kilo, et à une température de moins 20 ou moins 30, on va tomber à peu près au même endroit. Voilà, à moins 30 degrés Celsius, on a H qui est environ de 160 kJ par kilo. Donc on en déduit que la petite capacité massique, la capacité massique du liquide est égale à delta H sur delta T, est égale à 320 moins 160 divisé par 80 plus 30, du coup, ce qui me fait ici 1,5 kJ par kilo par Kelvin. Voilà, pour la capacité du liquide. Et pour le gaz, eh bien, la zone de gaz parfait, c'est la zone de basse pression, puisqu'un gaz parfait, c'est un gaz réel, et tout du moins un gaz est d'autant plus considéré parfait que la pression est faible. Donc ça, c'est la zone de gaz parfait. Donc on fait la même chose, on vient chercher des enthalpies à des températures différentes,
Donc voilà, par exemple, à 160 degrés, je suis à 560. Et à 20 degrés, je suis à 420. Donc à 20 degrés Celsius, j'ai H qui est égal à 420 kJ par kilo. À 160 degrés Celsius, j'ai H qui est égal à 560 kJ par kilo. Et quand le gaz est considéré comme parfait, on a la même chose. On a que delta H est égal à petit Cp, par contre, cette fois-ci, delta T. Cp n'est pas la même chose que Cv pour un gaz. Et donc, on en déduit que Cp est égal à delta H sur delta T est égal à 560 moins 420 divisé par, du coup, 140. On tombe sur 1, en fait, 1 kJ par kilo par Kelvin comme capacité du massif du gaz. Parfait, ici. Alors maintenant, on va placer les points 1 à 4 sur le diagramme enthalpique et représenter le cycle. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc on va remettre ici l'énoncé pour bien comprendre les différentes phases du cycle. Et on remet notre diagramme enthalpique pour lequel on va essayer de tracer proprement ce cycle. Donc le fluide réfrigérant subit le cycle thermo. À la sortie du condenseur, le fluide est dans l'état de liquide saturant à la température de 40 degrés. Donc là, on est dans l'état 1 ici. Liquide saturant, ça veut dire qu'on est sur la courbe d'ébullition. Et à 40 degrés, il subit une détente isenthalpique. Isenthalpique, ça veut dire que l'enthalpie ne va pas changer, donc il va descendre verticalement. Et on baisse sa pression de 8 bars. Donc ici, il était à 10 bars, donc il va arriver à 2 bars. Donc voilà, on descend verticalement jusque 2 bars, ici. Il traverse sans chute de pression un évaporateur dans lequel il reçoit une grande quantité d'énergie pour l'amener à sa température de vapeur saturante, augmentée de 10 degrés Celsius. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part de... Décidément, ça ne veut pas. On part de moins 10 ici. Bon, on va le faire à main levée, voilà. Donc là, on est à moins 10 degrés, et donc on nous dit qu'on l'amène à sa température de vapeur saturante, donc qui est moins 10, augmentée de 10 degrés. Donc on va aller jusqu'à l'isotherme 0, qui est donc ici. Et donc ça, c'est l'état 3. On est comprimé de manière isentropique jusqu'à atteindre l'état 4. L'isobar de départ de l'état 4, pardon. Donc les isentropiques sont les courbes bleues, donc je vais suivre la courbe bleue, ici, jusqu'à atteindre 10 bars, tout simplement. Donc j'essaie de suivre la courbe bleue, je reste très très proche, j'atteins l'état 4, et ensuite je reviens sur cette courbe isobar. Donc voilà le cycle, il est bien dans le sens trigonométrique, ici. Donc on a bien un cycle récepteur. Hop, je vais récupérer à partir de la question 5. Donc là, on a un sens trigo. Donc, cycle récepteur. Voilà. Alors maintenant, on va étudier un petit peu le cycle, finalement. Donc, quelle est la température des points 2, 3 et 4 ? Donc là, bon, c'est juste des lectures graphiques. Donc T1 était égal à 40 degrés Celsius. T2, on est sur une isobar à moins 10 degrés. T3, donc on a dit que c'était 0 degrés Celsius, puisqu'on allait à moins 10, puis on redescend à 0. On suit l'isotherme ici à 0 degrés. Et T4, eh bien, on va suivre ici les isothermes, et on est environ à 55 degrés Celsius. Déterminer le titre massique en vapeur au point 2. Donc ici, on n'a pas les isotitres qui sont représentés, donc on va utiliser le théorème des moments. Et donc le théorème des moments, on va l'utiliser avec l'enthalpie. Donc on a que le titre en vapeur est égal à H2 moins HL sur HV moins HL, où les points V et L sont les points de liquide saturant et de vapeur saturante sur le palier considéré. Et donc on va venir lire toutes les enthalpies ici. Et donc on en déduit que XV est égal à H2, c'est environ 260, moins HL, c'est environ 185, divisé par HV, qui est de 390,
moins 185. Et donc j'obtiens, tout calcul fait, 0,37 comme titre massique en vapeur au point 2. Alors, rappelez le premier principe pour un fluide en écoulement stationnaire. Ça c'est le premier principe, souvent appelé premier principe industriel. Donc ici, on ne redemande pas la démonstration. Donc on a que entre l'amont et l'aval d'une des pièces de la machine, donc il faut imaginer que on a la canalisation, on a ici une des pièces de la machine, on va noter ici ce qu'on appelle l'entrée, la sortie, l'écoulement qui se ferait dans ce sens-là. Eh bien, le premier principe industriel nous dit que la variation, on a deux versions en fait. Soit on utilise directement les variations massiques, donc la variation d'enthalpie massique plus la variation d'énergie cinétique massique plus la variation d'énergie potentielle massique est égale au travail utile plus au transfert thermique, où delta fait référence, delta H par exemple c'est HS moins HE, c'est la sortie moins l'entrée. Ça c'est la première version, et ensuite on a la version temporelle avec le débit massique, donc dm facteur de delta H plus delta EC plus delta EP est égal aux puissances directement reçues, puissance utile et puissance thermique. Donc voilà notre premier principe industriel. Et donc ici, pour une machine frigorifique, pour ce type de machine, dans lesquelles il n'y aura pas de grosses accélérations ni de grosses variations d'énergie potentielle, eh bien on peut négliger delta H et delta EC et delta EP devant delta H, et donc on se retrouve avec delta H égale travail utile plus transfert thermique échangé ici à chaque instant. Appliquer sur le premier principe pour déterminer le transfert thermique reçu par le fluide au contact de l'évaporateur, le transfert thermique reçu par le fluide au contact du condenseur et le travail reçu au contact du compresseur. Donc là, on va regarder les différentes étapes. Finalement, on a l'étape 2 vers 3 qui est l'étape d'évaporation, qui est l'évaporateur. Et dans un évaporateur, on n'a pas de pièce mobile. Donc on en déduit que W utile égale 0. Et donc finalement, Q reçu lors de l'évaporation, c'est égal directement à delta H, c'est-à-dire H3 moins H2. Et donc H2, on l'avait prise tout à l'heure à 260 environ, et H3, du coup, on peut venir le lire graphiquement, c'est 400. Donc c'est égal à 400 moins finalement ici 260, ce qui fait 140 kJ par kilo. Donc ici on nous demande de commenter les signes, donc le Q de l'évaporation est positif, c'est cohérent, car le fluide reçoit de l'énergie de la source chaude pour se vaporiser. Tout simplement. Ici, on est au contact de la source froide, pardon. Je suis dans un frigo. Donc le fluide reçoit de l'énergie de la source froide pour se vaporiser, ce qui est tout à fait cohérent ici pour notre machine frigorifique. Le transfert thermique reçu par le fluide au contact du condenseur, donc ça c'est de 4 vers 1. Et même chose, on a toujours W utile dans le condenseur qui est égal à 0. Donc on induit que Q du condenseur est égal à H1 moins H4. Et H1 c'est pareil que H2. Donc ça fait H2 moins H4. Donc il faut venir lire H4 tout simplement. Donc c'est 440. Allez, on va prendre 440 et 255. Il y a un petit décalage ici. On pourrait même prendre 440 et 260. C'est pas très grave. C'est plutôt 260 moins 440 qui fait ici moins 180 kJ par kilo. Donc là, on a Q condenseur qui est négatif car le fluide
cède de l'énergie à la source chaude. Lorsqu'il se liquéfie, tout simplement. Voilà. Et enfin, on a le travail reçu dans le compresseur. Donc le compresseur, c'est 3/4. Donc lors de la compression, on peut considérer que Q thermique est égal à 0. La transformation peut être considérée adiabatique dans un compresseur. Et donc on en déduit que le travail du compresseur est égal à H4 moins H3. Et donc H4, on avait pris 440 et H3, 400. Ce qui fait 40 kJ par kilo. Donc le fluide reçoit de l'énergie de la part du compresseur. Donc ça, c'est cohérent. Donc ça, on peut faire un petit bilan pour un diagramme de machine frigorifique. Donc on a le fluide qui est le R134A qui va être mis en contact avec une source chaude. Ce contact se fait dans le condenseur, une source froide. Ce contact se fait dans l'évaporateur et puis le compresseur. Et donc on reçoit un travail utile du compresseur positif. On reçoit un transfert thermique de l'évaporateur qui est positif. Et enfin on reçoit un transfert thermique du condenseur qui est négatif, puisque c'est à ce moment qu'on rend de l'énergie en fait à l'extérieur pour la machine frigorifique. En déduire l'efficacité, ici c'est une question un peu de cours. L'efficacité du frigo, c'est par définition le bénéfice sur le coût. Et donc le bénéfice, c'est le transfert thermique de la source froide ici, sur le travail reçu de par le compresseur. Et donc c'est Q evap sur W utile. Et donc le transfert thermique reçu de l'évaporateur, on avait trouvé que c'était 140, divisé du coup par 40. Ce qui fait 3,5, ce qui est une efficacité à peu près classique pour un frigo domestique. Donc on n'est pas surpris de la valeur obtenue. Et enfin, dernière question, comparer cette efficacité à celle d'un cycle de Carnot avec TC égale T1 et TF égale T2. Donc on a que l'efficacité de Carnot d'un frigo, c'est égal à TF sur TC moins TF. Et donc ici, on me demande de prendre comme TF qui est T2 et TC qui est T1. Donc ça fait T2 sur T1 moins T2. Et donc T1, on avait 40 degrés. Et T2, moins 10. Donc moins 10, ça fait 263, divisé par 40 moins 10, divisé par 50. Ce qui fait 5,3. Donc on a bien que l'efficacité du frigo est plus petite que l'efficacité de Carnot, ce qui est cohérent. Et donc on peut conclure que le cycle est irréversible dans cette machine. Donc voilà pour la correction de cet exercice sur les diagrammes enthalpiques. C'était intéressant d'en refaire un quand même pour bien vérifier que vous soyez toujours en mesure de traiter ce genre de problème, d'appliquer le premier principe industriel, qui est un résultat très très important de la thermodynamique des machines finalement. Et donc j'espère que la correction était claire, et s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.